Namaskar, Vanakam, je suis Amélie. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous présenter ce numéro spécial de West India Magazine consacré au 75e jour de l'indépendance de l'Inde. Nous vous avons préparé un programme de 2 heures avec des sujets, certes en relation avec la fête nationale de l'Inde, mais d'une grande variété puisque nous mêlerons exposés, interviews, reportages à une partie plus festive consacrée à la danse. Il est de tradition qu'à la veille de l'anniversaire du jour de l'indépendance, le président de l'Inde adresse un message à la nation. Nous avons choisi quelques temps forts de son intervention. C'était hier, 14 août 2021.
My dear fellow citizens, Namaskar. It is a matter of great joy for me to wish all Indians living in India and abroad a very happy Independence Day. This day has a special significance as it marks the beginning of the 75th year of India's independence, for which Azadi Ka Amrit Mahotsav is being celebrated. My hearty congratulations to you all on this momentous occasion. Independence Day is a festival of freedom for us. This was made possible by generations of freedom fighters, some known, many unknown. They made great sacrifices. Today, you and I breathe under free skies thanks to their heroic deeds. I bow in respect to the pious memory of those brave martyrs. Our nation, like many others, suffered great injustices and tyranny under foreign rule. What distinguishes India, however, is that the character of our nationalist movement, led by Mahatma Gandhi, was based on the principles of truth and non-violence. He and all other national heroes provided us with an invaluable blueprint to not only liberate the nation from colonial rule, but also to rebuild it. Gandhiji's struggle was for a return to Indian ethos and for human dignity. Now, as we look back to the 75-year journey of our republic, we have reasons to be proud of the considerable distance we have travelled. Gandhiji taught us that slow and steady steps in the right direction are preferable to rapid strides in the wrong direction. The world looks up at the miracle of India, home to the plurality of traditions and yet the biggest and most vibrant democracy. Yet we keep our feet on the ground. We acknowledge that we still have a long way to go in realizing the dreams of those who won the freedom for us. Our Constitution neatly summarizes those dreams in 4 words: justice, liberty, equality, and fraternity. We must strive for more equality in an unequal world, more justice in unjust circumstances. Justice has come to encompass a large range of connotations, including economic and environmental justice. The road ahead is not easy. We will have to negotiate many twists and turns, but we have the benefit of incomparable guidance. It comes to us from diverse sources, from the venerable seers of millennia ago, down to the sages and leaders of more recent times. In the spirit of unity in diversity, we as a nation are following the right course. The spirit of patriotism and sacrifice was paramount among our freedom fighters. They faced all kinds of challenges without caring for their own interests. I have seen that in the face of corona crisis, lakhs of people have taken enormous risks to protect others with the spirit of selfless service for humanity. I convey my profound appreciation for all such COVID warriors. Many of them succumbed to COVID-19. I pay homage to them. Dear fellow citizens, I extend my greetings especially to the members of the armed forces who have guarded our freedom valiantly and gladly, making supreme sacrifice when necessary. I also extend my greetings to the members of the Indian diaspora who have represented the motherland well wherever they have made home. I once again congratulate all of you
on the eve of India's 75th Independence Day. While celebrating this anniversary, I cannot stop my mind from imagining a powerful, prosperous, and peaceful India of 2047 when we will celebrate 100 years of our independence. I wish that all our people come out of the difficulties caused by the COVID pandemic and move ahead on the path of happiness and prosperity. Once again, my best wishes to all of you. Thank you. Jai Hind. Jawaharlal Nehru a prêté serment en présence de Lord Mountbatten ce 15 août 1947 et a présenté le premier gouvernement de l'Inde indépendante. La présentation qui va suivre est un tableau de cette première équipe. L'Inde indépendante naît officiellement dans la nuit du 14 au 15 août 1947. Aux Indes, voici le tournant historique. À la Nouvelle-Delhi, Lord Mountbatten et le bandit Nehru ont donné lecture des messages qui rendent aux Indes leur indépendance. Une foule immense a acclamé cette heure magnifique. Sa naissance est annoncée à Delhi par le chef du gouvernement, Jawaharlal Nehru. La cérémonie officielle avait commencé à 23h au Parlement. Vande Mataram a été chanté comme l'hymne national. Le pandit Jawaharlal Nehru était le troisième orateur notable lors de l'événement officiel où il a prononcé son célèbre discours « A Tryst with Destiny ». Et le cabinet ministériel a été installé avec Jawaharlal Nehru en tant que Premier ministre. Il assumait aussi le poste de ministre des Affaires extérieures et des relations avec le Commonwealth, ainsi que le poste de ministre de la Recherche scientifique. Un autre membre important du gouvernement, c'est Sardar Patel, qui a assumé le poste de vice-premier ministre, de ministre des Affaires intérieures et des États, et de ministre de l'Information et de la radio-télédiffusion. C'est un personnage important dans le gouvernement, notamment pour sa gestion de la crise après l'assassinat de Gandhi, qui a permis à l'époque d'éviter qu'une guerre civile embrase l'Inde. Autre personnage important, le docteur Rajendra Prasad, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il sera par la suite, en 1950, lorsque l'Inde deviendra une république, le premier président de l'Inde. Le ministre de l'Éducation sera Maulana Abdul Kalam Azad. Il va occuper ce poste jusqu'à sa mort en février 1958. Le docteur John Mathai sera ministre des chemins de fer et des transports. Un poste important et délicat, c'est celui du ministre de la Défense. Il est occupé par Sardar Baldev Singh. Il devient le premier Sikh occupant un poste de ministre de la Défense dans le monde. Il était en poste notamment lors de la guerre du Cachemire entre le Pakistan et l'Inde. Jagjivan Ram, il est originaire du Bihar, on le surnommait Babuji, et il était le ministre du Travail. Alors, il a joué un rôle très actif dans la création d'une organisation qui s'appelle All India Depressed Classes League, qui a œuvré pour les droits des Dalits. Kuvaji Holmusji Baba, plus connu sous le nom de C.H. Baba, était un homme d'affaires peu informé en politique. Il était parsi. Sa nomination au cabinet ministériel a été facilitée par Maulana Abdul Kalam Azad, qui l'a aidé à occuper le poste de ministre du Commerce. Rafi Ahmad Kidwal a été ministre de la Communication. Il va ensuite occuper le poste de ministre de l'Agriculture. Autre ministre important, Rajkumari Amrit Kaur, qui est princesse de naissance. Elle abandonne son existence princière pour rejoindre Gandhi et participer au combat pour l'indépendance à ses côtés. Elle deviendra sa secrétaire et en 1927, elle cofonde la All India
Women Conference. Donc de 47 à 56, elle va être ministre de la Santé du premier gouvernement indien et devenir la première femme à occuper une fonction ministérielle en Inde. Elle est aussi la seule ministre chrétienne. Le docteur Ambedkar, surnommé Baba Saheb Ambedkar, il est juriste, il est un homme politique indien, a été donc le ministre de la Justice, c'est le principal rédacteur de la Constitution de l'Inde, c'est un leader des Intouchables et un initiateur du renouveau du bouddhisme en Inde. Il a cherché à dépasser le système des castes. Il a été ministre de la Loi jusqu'en 1956. C'est la date de son décès. Et le ministre des Finances du premier gouvernement, c'était Shanmugam Shetty. Il a eu l'honneur de déposer le premier budget devant le Parlement le 26 novembre 1947. Autre ministre, le docteur Shyama Prasad Mukherjee, qui était ministre de l'Industrie et de l'Approvisionnement. Nahal Vishnu Gadgil a été ministre des Travaux et ministre des Mines et de l'Énergie. Kshiti Chandra Neoji a été ministre des Secours et de la Reconstruction. Et enfin, deux ministres sans portefeuille. Le premier, Mohanlal Saxena, et le second, Gopalaswamy Iyengar. C'est un ministre, certes sans portefeuille, mais qui avait en charge une question délicate et importante, celle du Cachemire. Il sera par la suite ministre des chemins de fer de 48 à 52, puis ministre de la Défense de 52 à 54, donc personnage, disons, important dans ce gouvernement. C'est tous les membres du gouvernement que nous retrouvons ici dans leur ensemble. Vous voyez qu'il y a des membres de communautés hindoues, musulmanes, chrétiennes, sikhs et parsis. Et il y a deux membres de la communauté dalit, ainsi qu'une femme, ce qui est relativement exceptionnel à l'époque en Inde. Voilà. Alors tous ces ministres, ils vont rester en place pendant relativement longtemps, puisque dans une photo du cabinet de l'Union qu'on a en 1950, on retrouve pratiquement tous ces personnages toujours en poste. L'un des moments attendus de la fête nationale de l'Inde est la cérémonie au Fort Rouge de Delhi. Cette année, le Premier ministre a pris la parole et a hissé le drapeau de l'Inde sur les murs du Fort Rouge comme au premier jour. The Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahori Gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag hoisting and address to the nation. Today, as we take a look at our achievements, there is a sense of pride, but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence. The past can give its context and inspiration, but it is only in the present that we can sow the seeds of a better future. Prime Minister Narendra Modi making his way towards the lift that takes him up to the first level of the ramparts. विशिष्ट अतिथि दीर्घा लाल किले की प्राचीर पर, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, विदेशी राजनयिक और साथ ही ओलंपिक खेलों में देश का मान बढ़ाने वाले वो एथलीट जो परचम फहराने की तमन्ना रखते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। विश्व मानचित्र पर भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, पहलवान रवि दहिया और बजरंग पूनिया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्राचीर पर आगमन, उनका स्वागत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह द्वारा। As the world gets more interconnected and interdependent, nations taking part in each other's celebrations, particularly national celebrations, the Prime Minister is now going to hoist the flag and address the nation. राष्ट्रीय सलाम सलामत सच।
The venue still reverberating with the 21-gun salute. बगल चट अत्तर सेना पुलिस सम्मान गार्ड बात चलेगा बात मत Prime Minister greeting people on either side of the dais, the VIP enclosures. And for the first time this year, as soon as the flag has been hoisted, flower petals will be showered at the venue by two Mi helicopters of the Indian Air Force in Amrut formation. Captain of the first helicopter will be Wing Commander Baldev Singh Bisht, and the second chopper will be commanded by Wing Commander Nikhil Mehrotra. आज के ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाते हुए करोड़ों भारतीयों के गाए राष्ट्रगान को ध्वजारोहण के समय एक साथ प्रसारित किया गया और इधर आकाश में दो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए Petals of marigold and rose, adding their beautiful scent and color, and blessings, of course, as India celebrates her 75th Independence Day at the historic Red Fort. स्वाधीनता दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार आकाश से पुष्प वर्षा। भारत की अखंड एकता के नायक ही नहीं, विश्व एकता के नायक भी हैं, कोटि कोटि जनों के जननायक भी हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया राष्ट्र को संबोधित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा। तो देशवासियों के लक्ष्य यथार्थ में बदले, मेरी यही कामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मैं फिर एक बार बधाई देता हूं और मेरे साथ हाथ ऊपर करके बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Nous accueillons la danseuse qui a été Miss Sari en 2016. Nous avons de la chance. La
Et comment est ressentie cette fête en Guadeloupe? Nous avons interrogé une citoyenne de l'Union indienne qui a élu domicile en Guadeloupe depuis de nombreuses années, puis son fils né sur notre île. 2 générations, 2 visions différentes. Découvrons ce reportage maintenant. Namaste. Je commence en réciter une petite citation en sanskrit. Le slok Janani Janma Bhumishya Swargadami Gariyasi. Ça veut dire la mer et la terre natale sont les plus grandes que le ciel. Donc pour moi, je crois dans cette slok déjà pour commencer. Et aussi, depuis petit, quand j'étais dans l'école, j'ai vu comment on fêtait le festival ou la fête nationale. La fête nationale chez nous, c'est comme un Noël. La préparation commence 2-3 semaines avant. Les militaires, les fonctionnaires dans leurs bureaux, les écoles, les universitaires, tout le monde est bousculé. Tout le monde participe dans une façon ou l'autre. Même les maternelles, 2 jours avant la journée, ils vont faire une petite compétition de déguisement. Chacun va déguiser, un comme Mahatma Gandhi, un comme Nehru, un comme Indira Gandhi. Donc c'est un fête. Et la fête toujours finit avec beaucoup de chansons comment dire, les Desh Bhakti Geet. Chez nous, on dit Desh Bhakti Geet. Quand on traduit, c'est des chansons de le pays ou les chansons qui décrivent le pays, la beauté du pays et qui décrivent le sacrifice, les grands hommes qui ont fait, grâce à qui aujourd'hui on a eu l'indépendance. Aussi, ici, je vais vous raconter une autre petite slok. Vasudeva Kutumbakam. Ça veut dire le monde est une grande famille. Donc, même si l'Inde est dans mon cœur, et je suis un Indien, et je vais toujours rester un Indien dans mon cœur. Mais quelque part, ma vie m'a amené en Guadeloupe, et je vis l'autre côté de ma famille ici. Et la beauté de Guadeloupe et l'Inde, c'est qu'on a quelque chose de très commun. Cette petite qualité, c'est unity in diversity. Unity in diversity, ça veut dire on est tous unis, même si on est différents. On est différents dans notre ethnicité, on est différents dans notre façon de vivre, on est différents dans notre couleur, dans notre culture et tradition, mais on est tous unis et on vit avec paix et harmonie. Et en Inde aussi, nous, on peut être hindou, chrétien, musulman, on vit avec beaucoup de joie, on vit avec beaucoup de paix et on vit avec beaucoup d'amour. Et surtout, ce jour, tout le monde vient ensemble pour célébrer cette grande fête. Et aussi, la fête jamais finie sans la hymne nationale. La hymne nationale de l'Inde, c'est une très très jolie chanson qui décrit la beauté de ce grand pays, qui décrit la naturelle ressource de ce grand pays, la beauté de ce pays, du nord jusqu'à le sud, l'est jusqu'à l'ouest. Et il ne faut pas oublier, on a des autres chansons aussi qui décrivent l'Inde, comment l'Inde est riche. Ce n'est pas seulement en culture, et aussi autrement dans des minéraux qu'on trouve en sous la terre et tout ça. Et ici, je voulais juste ajouter une petite chose. Cette mère natale, il m'a donné une identité. Mes parents m'ont donné une belle éducation et je ne vais pas oublier, j'ai beaucoup de nostalgie avec ce jour parce que mon père est un colonel retraite.
d'armée en Inde. Et donc, toute la journée après l'école, dans la ville, il y a une fête. Après la ville, on rentrait dans le régiment pour célébrer la fête de régiment. Et toujours, la journée passée avec des fêtes, les célébrations. Donc, c'était une grande journée pour moi. Et je pense, il y a quelque chose qui m'a marqué beaucoup, c'est la sens, le sentiment. Par exemple, il y a des mots que je ne peux pas traduire. Par exemple, on dit Deshbhakt. Chez nous, Deshbhakt, ça veut dire quelqu'un qui est dévot vis-à-vis à son pays. Et ça, c'est éduqué dans tous les petits-enfants de la maternelle chez nous. De la maternelle. C'est vrai, il y a des choses en manque en Inde, mais la spiritualité est quelque part collée avec cette façon d'avoir des respects pour la mère et la mère natale. Donc cette culture m'a appris beaucoup d'être fière de l'héritage de mon pays et la riche ressource et la riche diversity et la composite diversité et culture qu'on a dans notre pays. Donc je suis fière de notre pays, bien sûr, comme tout le monde est fier de leur pays. Mais à la même temps, aujourd'hui je suis en Guadeloupe et je suis fière de Guadeloupe. C'est quelque part, c'est mon pays aussi maintenant, parce que c'est ma belle famille. Donc je suis contente et mes enfants aussi. Donc je voulais juste terminer mon parole en disant que la Independence Day, ce n'est pas un jour de férié chez nous. C'est une célébration, c'est une fête. Donc je vous souhaite un Happy Independence Day. Jai Hind. Alors pour moi, le 15 août est une date très importante car même si je ne suis pas totalement indien, ma mère est indienne. Donc l'Inde fait partie de mon héritage culturel et donc par extension fait partie de mon identité. Donc il faut savoir que le 15 août 1947 marque l'indépendance de l'Inde, un combat mené à bien par Gandhiji. Révolution très particulière d'ailleurs car il prône la non-violence malgré le fait que le peuple indien ait été dominé et exploité par l'Empire britannique. Donc c'est avec grande fierté que je célèbre aujourd'hui l'indépendance de l'Inde, cette journée de triomphe et de prospérité. முகக்கவசம் அணிவது கோவிட்-19 பரவுவதை தடுக்க உதவும். இது போலத்தான் நீங்கள் உங்கள் முகக்கவசத்தை அணிந்திருக்க வேண்டும். படி 1. முகக்கவசத்தை அணியும் முன் உங்கள் கைகளை கழுவவும். கைகளை கழுவுவதன் மூலம் உங்கள் கைகளில் இருந்து உங்கள் முகக்கவசம் மற்றும் முகத்துக்கு கிருமிகள் செல்வது தடுக்கப்படுகிறது. படி 2. உங்கள் முகக்கவசம் சரியான பக்கம் மேலுள்ளதா மற்றும் உங்கள் மூக்கு வாய் தாடையை மூடியுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். உங்கள் முகக்கவசத்தை நீங்கள் அணியும் போது அதை தொட வேண்டாம். படி 3. உங்கள் முகக்கவசத்தை அணிந்த பிறகு மீண்டும் உங்கள் கைகளை கழுவவும். படி 4. முகக்கவசத்தை கழற்றும் போது அதன் முன்புறத்தை தொட முயற்சிக்க வேண்டாம். அதை உடனடியாக குப்பை தொட்டியில் போடவும். அது ஒரு துணியாலான முகக்கவசம் என்றால் அதை ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு திரும்பவும் அணியும் முன் அதை துவைத்து கொள்ளவும். நீங்கள் வெளியே செல்லும் போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முகக்கவசங்களை உங்களுடன் எடுத்துச் செல்வது நல்ல யோசனையாகும். படி 5. உங்கள் முகக்கவசத்தை கழற்றிய பின் மீண்டும் உங்கள் கைகளை கழுவவும். மக்களிடமிருந்து 1.5 மீட்டர் விலகி இருப்பதும் கைகளை அடிக்கடி கழுவுவதும் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான சிறந்த வழிகளாகும். Août 1947. Une nouvelle page de l'histoire de l'Inde se tourne. Mais que se passe-t-il en Guadeloupe à cette même époque? C'était le thème de l'intervention de M. Louis Dessoutes
Rappel historique présenté le 15 août 2018 dans le cadre des célébrations organisées par le CGPLI. Bon, alors je voudrais remercier Alexina et Fred de m'avoir permis ce partage avec vous et partage avec nous, parce que le thème qu'il a choisi, je ne pensais pas trouver autant de richesse et de partage. On s'est rencontrés à un supermarché et il faisait ses courses et il me dit: tiens, mais est-ce que tu pourrais nous parler de la Guadeloupe en 1947, dans la foulée de l'indépendance de l'Inde en 1947. Alors, j'avoue que j'ai été interloqué parce que je ne suis pas tellement féru de toutes ces choses en 1947, qu'est-ce qu'il y avait en Guadeloupe et tout le reste. Alors j'ai dû me plonger dans les archives et je dois vous remercier encore une fois parce que j'ai découvert beaucoup de choses que je vous recommande au cas où vous ne les aurez pas. Ce document qui s'appelle « Les immigrations en Guadeloupe au XIXe siècle ». Il y a toutes les immigrations en Guadeloupe et il y a des fiches pédagogiques extraordinaires sur tous les apports, vous voyez, à la Guadeloupe, et je crois que c'est très très important pour nous tous pour savoir et l'explication des différents apports à notre société guadeloupéenne. Alors, je vais donc faire une rapide introduction où je vais me situer par rapport à l'Inde, parce que j'ai un rapport à l'Inde assez particulier et très jeune, à l'âge de 16 ans. Je vais juste dire quelques mots sur la partition de l'Inde qui nous réunit aujourd'hui, 15 août. Ça fait, je crois, 71 ans que ça s'est passé. On va resituer la Guadeloupe et en 1947. Je vais vous parler des échanges qui existaient à l'époque, parce que c'est aussi en 1947 qu'il y a eu la première liaison aérienne entre la Guadeloupe et le continent européen. Et Air France inaugure sa première liaison par hydravion et les hydravions à Mérisset en rade de Pointe-à-Pitre. Ensuite, je vais vous resituer aussi dans le contexte national et international de l'époque, qui est la matrice de ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais rappeler rapidement quels étaient les acteurs, une rapide revue de presse, m'arrêter un instant sur quelque chose de symbolique, c'est l'arrivée de Jules Mock, ministre des Travaux publics, qui vient justement au nom du président de la République et du président du Conseil pour préparer la venue du premier préfet à la Guadeloupe, toujours en 1947, parce que la Guadeloupe est en 1946 département, et en 1947 c'est l'installation du premier préfet, et c'est là aussi le départ du dernier gouverneur. Alors j'ai aussi quelques extraits de leur discours, et vous avez là en germe tous les problèmes que nous avons aujourd'hui et qui se posent encore aujourd'hui. On va terminer sur la commission Caraïbes, parce que c'est à cette époque également qu'on décide qu'il y aurait une commission Caraïbes dont le siège serait à la Guadeloupe. Mais ça ne s'est pas fait, on dira pourquoi, ça sera l'occasion dans le débat. Alors, après ces remerciements, je voudrais rappeler quelques petites choses que j'aime bien, qui est des points que la Guadeloupe
Christophe Colomb débarque en Guadeloupe en 1493, c'est il y a 525 ans. La Guadeloupe, en 1947, est la plus vieille colonie française, puisqu'elle est française depuis le 28 juin 1635, par la volonté de Richelieu. Donc il y a 383 ans que on se retrouve donc 142 ans plus tard. Richelieu demande, enfin ça s'arrange pour que la Guadeloupe devienne française. Et nous sommes donc avec la plus vieille colonie, qui est en même temps le plus jeune département, puisqu'il n'a qu'1 an. Alors, mes rapports avec l'Inde sont très très particuliers. Ils datent de 1959, puisque il y avait eu un cyclone qui s'appelait Edith à l'époque, et un président de l'Alliance française à Trinidad, le professeur Mark Shine, professeur d'anglais, était venu apporter des secours à la Guadeloupe, et mon père, qui était son collègue en tant que professeur, l'avait reçu, et en contrepartie, il m'a invité à venir à Trinidad. Et ça a été quelque chose qui a complètement ébranlé toute ma jeunesse et ma vie. Parce que j'ai eu l'occasion d'être invité à un mariage indien. Je n'avais jamais pu imaginer, à l'âge de 16 ans, dans la Guadeloupe de 1959, ce que c'est que l'Inde, ce que c'est qu'un mariage indien, ce que c'est qu'une femme indienne en croupe, en Amazone, sur un cheval, enfin quelque chose d'inimaginable et qui m'a complètement perturbé, vous pensez bien, parce que c'était un monde, c'était pratiquement sur une autre planète. C'est en 1959. En 1966, j'ai accompli ce que j'appelle ma décolonisation mentale. Parce que je suis parti en autostop avec un ami qui m'a invité, qui avait les carnets de bord de son frère aîné qui l'avait précédé. Je suis parti en autostop de Paris, monté par l'Allemagne, la Yougoslavie, Zagreb, Belgrade, la Bulgarie, la Turquie, Istanbul et Ankara. Et je suis arrivé en Iran, j'ai continué en Iran. Je suis arrivé au Pakistan, où j'ai pu avoir mon visa pour entrer en Inde, à Rawalpindi. Et ensuite, je suis arrivé en Inde, où j'ai vraiment découvert, et pour la première fois, l'Inde de l'époque, toujours en 66. Et là, j'ai vu un pays en guerre, enfin pas en guerre, mais c'était un intermède, parce qu'ils étaient avec le Pakistan, il y avait des problèmes, et j'avais jamais vu autant de tanks, de canons. C'était sur les trains, c'était des tanks militaires, c'est quelque chose de très impressionnant. Tout était bien organisé, et ensuite, en 1968, je suis à nouveau passé en Inde en répondant à l'invitation du prince Norodom Sihanouk, qui avait invité un groupe dont je faisais partie à l'anniversaire de sa mère. Alors, tout ça pour vous dire que cette liaison intellectuelle, mentale avec l'Inde était très particulière, et c'est pour ça que un de ceux qui m'ont le plus marqué après, pour comprendre ce que c'est que la décolonisation, c'est celui qui vient de mourir, c'est V.S. Naipaul, plus ou moins controversé, mais qui m'a beaucoup
apporter dans le décryptage de nos sociétés post-coloniales. C'est majeur et c'est très 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 particulier. Et j'espère qu'un jour on pourrait organiser quelque chose sur Dies Naipaul et Salman Rushdie. Salman Rushdie a justement a écrit un bouquin qui s'appelle Les enfants de minuit, qui explique à travers la magie indienne comment les enfants qui sont nés le 15 août avaient des pouvoirs particuliers. Mais enfin, nous verrons tout ça une autre fois, mais simplement je voulais vous dire ça. Alors, je ne serai pas long sur la partition de l'Inde que vous connaissez mieux que moi, mais je ne peux pas résister à ce que a dit dans le Figaro récemment un intellectuel sikh. Vous connaissez les Sikhs, j'ai eu l'occasion d'aller dans leur temple et tout le reste, ils ont leurs bracelets en acier. Il dit que la société, la partition de l'Inde, parce qu'on parle de l'indépendance de l'Inde, mais c'est une partition de l'Inde. Parce que la société indienne, par cette partition de l'indépendance, a été façonnée à jamais par la revendication du Pakistan qui a abouti, si la revendication d'indépendance du Pakistan aboutit, l'Inde compterait aujourd'hui 1,5 milliard d'habitants, dont 510 de musulmans, soit un tiers de la population. Alors Kuldip Nayar précise, cette communauté musulmane aurait constitué une force politique formidable et de rééquilibre de la société indienne par rapport au nationalisme hindou qui la travaille et dont l'expression actuellement avec le Premier ministre Narendra Modi, il ne serait jamais devenu Premier ministre si les musulmans indiens étaient restés dans l'Inde. Donc Gandhi lui-même a dit que la partition de l'Inde est une vivisection parce qu'elle tranchait au scalpel des régions où des générations d'hindous, de musulmans, de sikhs avaient été tous ensemble. Alors, je ferme cette parenthèse pour simplement brosser le tableau sur pourquoi l'Inde aurait été encore plus forte si elle avait été unie. C'est bien une fédération, mais elle a un potentiel important. Alors, avant d'arriver à la Guadeloupe, je voudrais utiliser un moyen de transport qui s'appelle l'ATCOR 651. Dans les années 30, le paquebot permettait en 12 jours de relier les Antilles à la métropole. Le 4 janvier 1935, l'hydravion l'ATCOR 521 a établi la première liaison. Et ce n'est qu'en 1947, le 25 juillet 1947, le l'ATCOR 631 d'Air France assure la liaison en 14 jours. Le LAT 631 est alors le plus gros avion alors mis en service dans le monde. Et c'est cet avion qui atterrissait dans la rade de Pointe-à-Pitre. Et après une trentaine d'heures, il fallait une trentaine d'heures pour pouvoir effectuer cette traversée avec des arrêts différents. Il fallait une escale technique à Port-Étienne. Et
comme il y a eu un accident dont vous avez tous entendu parler, la décollère qui s'est abîmée en retour des Antilles, Air France décide d'accéder le renouvellement de sa flotte et met en place les quadrimoteurs Lockheed Constellation, Super Constellation, à destination des Antilles. La compagnie française donc profite de l'ouverture en 1950 d'un aéroport au Rézé, en Guadeloupe, suivi ensuite de l'inauguration du Lamentin à la Martinique. Les avions à réaction Boeing 707, alors l'ATCOR volait à 320 km/h, tandis qu'en 1970, les 707 volent à 750 km. Et ensuite, dans les années 70, c'est le Boeing 747. Et nous voyons aujourd'hui que nous avons des avions A380 qui transportent beaucoup plus, qui peuvent transporter 800 passagers. Vous voyez donc, en ce laps de temps, nous sommes passés de 40 passagers à 800 passagers et à des vitesses plus importantes. Alors, simplement, je voulais vous fixer les esprits pour comprendre l'échelle dans laquelle nous étions et laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, en 1947, Georges Bidault est président du Conseil et Jules Mock, ministre de l'Intérieur. Nous sommes en pleine guerre froide. N'oubliez jamais comment la guerre froide a changé les relations qui existaient entre les Alliés qui avaient gagné contre l'Allemagne nazie, et cette fois-ci, ils sont séparés. Et jusqu'en Guadeloupe, nous avons eu des répercussions de la guerre froide. Truman est président des États-Unis. Sa doctrine, c'est le endiguement, c'est-à-dire, ou le containment, c'est-à-dire endiguer le Parti communiste et défendre le monde libre par rapport à l'URSS. Nous sommes à l'intersection de deux mondes. Mohamed V demande la fin du protectorat. L'Empire français est en train complètement de changer, puisque Madagascar se révolte de 1945, la guerre d'Indochine commence et s'achèvera pour la France en 1954. C'est la fin de la Troisième République. L'Algérie change de statut. Elle a 3 départements et avec l'autonomie financière, mais 2 collèges, un collège civil français et un collège indigène musulman. Je m'excuse mais j'insiste sur ces points-là parce que vous comprendrez après le processus dans lequel toute la Guadeloupe est rentrée par rapport à ces données nationales. On rentre dans les nationalisations, la planification. La France est en quête d'identité nationale dans un monde où il y a des enjeux qui la dépassent, c'est le monde bipolaire. Et le centre d'essais spéciaux atomiques est créé dans le Sahara. François Mitterrand, jeune député, devient le plus jeune ministre et porte-parole des ministres des anciens combattants. Et ensuite, il devient ministre de la France d'Outre-mer. Nous sommes à 4 ans
de la guerre d'Algérie, la Toussaint. Et je vous rappelle encore une fois que la guerre d'Indochine résulte de l'infodrement de l'empire japonais. Le Viet Minh communiste en profite de cet effondrement pour prendre le pouvoir et par rapport à une France affaiblie qui était en guerre et ainsi s'installer au pouvoir. Alors en 1947, vous me direz la Guadeloupe, eh bien c'est l'apparition d'une classe moteur de l'économie guadeloupéenne, ce sont les fonctionnaires. Parce que c'est un modèle particulier et les fonctionnaires guadeloupéens, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, adoptent et se battent et se révoltent parce qu'ils ne veulent pas être considérés comme des fonctionnaires indigènes, des fonctionnaires autochtones. Ils veulent avoir tous les droits de la citoyenneté française, sécurité sociale, mutuelle, banque spéciale et tout le reste. Et ils seront ainsi le moteur de la nouvelle économie guadeloupéenne. C'est aussi très important parce qu'en réalité, on arrive à ce que cette classe devienne expatriée dans son propre pays. Puisque les fonctionnaires deviennent expatriés, ils ont les 40%, ils ont cet avantage. Comme c'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que le phénomène nationaliste est difficile ici, parce que les fonctionnaires sont les premiers, surtout quand ils sont nationalistes, sont les premiers qui veulent bénéficier des avantages de fonctionnaires expatriés. Et comme mes parents qui étaient fonctionnaires, ils allaient aussi en congé administratif en métropole, et ça indique tout le schéma mental particulier d'une population qui est assez curieux et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le Conseil général jouit encore de l'autonomie financière et budgétaire dans une économie contrôlée administrativement, non seulement pendant la guerre, mais après il y avait une pénurie, il y avait un responsable du ravitaillement, et la Guadeloupe a besoin d'être équipée. Et en même temps, l'intégration Caraïbes frappe à la porte et il faut que la Guadeloupe s'organise à la demande des Américains. Alors, un petit préalable encore avant de vous entretenir de la Guadeloupe. Je dois vous rappeler que la Guadeloupe était, pendant la guerre, comme toutes les colonies françaises, pétainistes, majoritairement pétainistes. N'oubliez jamais cela. Regardez tous les élus que nous avions à l'époque, leur filiation vient de cette époque. Le conseil municipal de Pointe-à-Pitre va jusqu'à débaptiser la place de la Victoire et l'appeler place Philippe Pétain, pour ne pas vexer, pour ne pas froisser les Allemands. Et le général de Gaulle, quand il est venu sur la place de la Victoire après, dit « Je suis content de voir que vous avez redonné à la place son nom, la place de la Victoire. » Aussi, à un gouverneur, à l'époque de l'occupation, qui s'appelle Constant Saurin. Constant Saurin, un personnage particulier qui s'est réfugié, qui a accepté de se réfugier en Guadeloupe parce que sa femme est juive. Et donc, il a besoin de se retrouver. Alors, sa femme et ses enfants. Ses enfants l'éducation scolaire de ses enfants sont confiés
est confiée à Pierre Mathieu, pour vous dire à quelle la symbiose qui existait à l'époque. Le sénateur de la Guadeloupe, qui s'appelait Henri Béranger, a été le challenger du président Albert Lebrun. Et la Guadeloupe sort d'une période où un de ces hommes les plus éminents, je ne crois qu'aucun Guadeloupéen n'a obtenu en France, surtout en période coloniale, des titres qu'il a eus, il s'appelait Gratien Candace. Gratien Candace était député de la Guadeloupe, de Basse-Terre, de 1912 à 1940, 28 ans. Ensuite, il est en même temps président du Conseil général de 1921 à 1940, 19 ans. De 1932 à 1933, il est secrétaire d'État à la Marine. La Marine, à l'époque, ce sont les colonies et le commerce. C'est Gratien Candace qui établit le statut des chambres de commerce. Et il est surtout vice-président de la Chambre des députés. Pas un Guadeloupéen n'a eu tous ces titres. Mais évidemment, sa carrière s'achève rapidement parce qu'il a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Une dernière anecdote pour comprendre aussi le climat de l'époque, les campagnes électorales particulières. Secrétaire d'État à la Marine, et il y a un marin qui comprendra mieux que moi l'importance de cela, parce que quand il arrivait à Basse-Terre en campagne électorale, sa campagne ne durait pas longtemps. Comme il était secrétaire d'État à la Marine, il venait avec un bateau de guerre, un bateau de Marine nationale. Et quand il arrivait en rade de Basse-Terre, les canons saluaient son arrivée, les cloches de la cathédrale de Basse-Terre sonnaient à voler, et tous les corps constitués venaient à sa rencontre, avec en tête Monseigneur Genoux, sa crosse, et la population était vraiment impressionnée. Vous vous rendez compte, un bateau de guerre, un homme qui vient en campagne électorale pour être réélu, et canon, cloche, et Monseigneur qui vient à sa rencontre. Et dans la chaloupe, parce qu'il n'y avait pas de quai, la chaloupe qui l'amène à terre, il y a 4 enseignes de vaisseaux, un dans chaque coin, qui accompagnent Gratien Candace. Je voudrais vous rappeler qu'après la guerre, la Guadeloupe est assimilationniste comme tous les pétainistes, mais ils étaient nationalistes. Mais après la guerre, la Guadeloupe, département, elle est assimilationniste, puisqu'elle est département français, mais cette fois, comme la France, elle est socialiste, communiste et gaulliste. Voilà. Les principaux acteurs de la vie politique en Guadeloupe en 1947. Nous verrons conseillers de la République, c'est-à-dire sénateurs, les députés, le Conseil général, l'évêque, et les gouverneurs et préfets. Alors, conseillers de la République, sénateurs, d'abord, Madame Eugénie Eboué-Tel. C'est la veuve du gouverneur Eboué. Elle avait déjà été députée de la Guadeloupe. C'était la première femme députée de la Guadeloupe. Et non pas, comme certains veulent dire, c'était pas la première Guadeloupéenne. La première Guadeloupéenne, c'est Gertier Archimède. Mais la première femme députée de la Guadeloupe, c'est Madame Eboué-Tel, en 1946. Elle devient donc sénateur, conseiller de la République. Vous avez
elle devient aussi la première femme sénateur de la Guadeloupe. Elle est sénateur jusqu'en 1952. Un autre sénateur, comme elle, SFIO, parce que c'est la SFIO qui mène le bal, c'est Clovis Renaison, qui est sénateur depuis du 15 décembre 1946 à fin 1948, alors que Madame Eboué l'est jusqu'en 1952. Alors, les députés sont élus au scrutin proportionnel, et la Guadeloupe a 3 députés. Le premier, c'est Paul Valentino, SFIO, qui est maire et conseiller général de Pointe-à-Pitre, qui a été élu en 1946 et qui sera député jusqu'en 1956. Vous avez ensuite la première Guadeloupéenne députée, Gertie Archimède, élue aussi en 1946, et qui achève son mandat en 1951. Rosan Girard, du Parti communiste, qui est la section du Parti communiste français à l'époque. Il n'est pas Parti communiste guadeloupéen, mais Parti communiste français. Et puisque c'est le Parti communiste qui a lutté pour que la Guadeloupe devienne département français. Ensuite, vous avez au Conseil général. C'est le Conseil général qui est la pièce maîtresse et l'articulation d'une Guadeloupe autonome, budgétairement et financièrement. La Guadeloupe c'est la Guadeloupe qui entretient le gouverneur, toute l'administration, avec son activité. Le président, c'est Joseph Pita. Les vice-présidents sont Toribio, Fallot, Trinqueur, et les secrétaires, c'est Vigne et Chambert. Les membres sont Gertie Archimède, Alban, Anastase, Bade de Marie-Galante, Barfleur, Bernier, Châtillon, Dahomey, Ducados, Ibéné, Gerpan, Julan, Lacavé, Lacrosse, Laurent, Macal, Monerville, Mousson, il y a un négrite, je ne sais pas d'où il était. C'était mon père. Ah bon, voilà. Nensuta, Ninine, Philogène, il était de... Il était du Gosier. Du Gosier. Évidemment. Les négrites ne s'appellent que de Gosier. Comme Valentino d'ailleurs. Oui. Alors, Philogène, Pioche, Siméon et Valentino. Voilà donc les 31 conseillers généraux de la Guadeloupe à l'époque. Il y avait aussi en même temps un évêque important, très important dans l'histoire de la Guadeloupe, le père Spiritain, qui était coadjuteur de Pierre-Louis Genoux. Il devient donc coadjuteur en 1943, le 13 janvier 1943. C'est un père conciliaire, vous savez ce que c'est. Il représente le diocèse de Guadeloupe et Basse-Terre, et puis en 1951, il devient évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, et émérite en 1968. Et il décède en 1947. Alors, le dernier gouverneur s'appelle Ernest de Natte. Il est 18 mois en 46, il reste en 46 18 mois, jusqu'en début 47. Après Saurin, qui était, lui, gouverneur de 40 à 43, Maurice Berthaud, à la Libération, devient gouverneur 43 à 45, et c'est Henri Pougnier qui, le 14 octobre 1947,
devient préfet de la Guadeloupe, mais il ne reste pas longtemps parce que le 27 décembre 1947, il devient diplomatiquement malade, puisque nous verrons que le Conseil général de la Guadeloupe vote, première chose, on vote une motion de défiance, et c'est Gilbert Philipson, un de nos élus de Bornalo a le prénom, parce qu'il a aussi marqué la Guadeloupe, deuxième préfet, de 27 décembre 1947 jusqu'en 1950. Alors, puisque nous sommes pas loin du moule, je voudrais vous signaler que les Mouliens ont une grande influence dans leurs partis respectifs, mais ils sont très divisés, alors qu'ils appartiennent à la même famille. Renaison est cousin de Girard et de Pita, que Pita est un Moulien. Et les bagarres politiques se retrouvent dans les familles politiques. Des bagarres, mais des bagarres à coups, hein, vraiment, c'était pas de la rigolade. Alors, voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur l'époque, sur les acteurs. J'en ai terminé avec les acteurs, et si vous voulez. Alors maintenant, dans la presse. Qu'est-ce qu'on dit dans la presse à l'époque? Alors j'ai regardé les archives de Clarté, de l'Étincelle et de la Voix du Peuple. Alors Clarté parle de tremblement de terre à Martinique, parle d'une Clarté. Pour moi, c'est un journal très important parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont dites, qui sont signalées, et l'influence intellectuelle, morale de l'Église est très importante. Il publie la lettre du Congrès national des Noirs américains, lettre au secrétaire général de l'ONU, qui demande une enquête sur les théories fascistes appliquées aux USA contre les gens de couleur. C'est en même temps, et il parle aussi à cette époque de la première kermesse de Saint-Jean-Bosco, la création du premier foyer des étudiants antillais à Paris, métro Monge, au Tournefort, la célébration de la deuxième armistice en mai. Je vous indiquais que Harry Truman est le président des États-Unis. Je vous ai parlé de la première ouverture aérienne vers les Antilles avec le Delta. C'est aussi l'indépendance, et je vous signale que Clarté aussi parle d'une manière très particulière de l'indépendance de l'Inde. Le diagnostic dès cette époque est fait. Voilà le journal Clarté, je suis à votre disposition. Voilà le journal, la deuxième page. Relations diplomatiques entre le Vatican et le nouvel État hindou. C'est aujourd'hui au tour des Indes de faire l'objet de l'activité diplomatique du Saint-Siège. À la suite des récents pourparlers, des relations diplomatiques normales seront établies entre le Vatican et les Indes, aussitôt que le nouvel État indépendant hindou commencera sa vie internationale. Les rapports porteront sur la reconnaissance réciproque des deux États. Le Saint-Siège élèvera sa délégation
apostolique, vous savez qu'il y avait des chrétiens également à l'époque en Inde, au rang de nonciature, c'est-à-dire une ambassade, et le gouvernement hindou nommera le représentant diplomatique auprès du Saint-Siège. Donc, dès cette époque, clarté annonce la couleur, c'est un État hindou qui s'appelle l'Union indienne, mais c'est un État hindou. Ensuite, l'étincelle parle de la mort de Hégésippe Légitimus à ce moment-là. Ensuite, l'organisation, parle de l'organisation du travail et de la manutention dans le port, qui dépend à ce moment-là du Conseil général. Il indique le sous-équipement chronique de Pointe-à-Pitre en matière de lutte contre l'incendie, parce que les maisons à l'époque sont en bois, en planches. Il y avait une petite publicité au passage dans le journal qui m'a amusé, c'est la publicité de l'orchestre El Calderón. Alors, La Voix du Peuple, c'est le journal de Satineau, qui est autre acteur important, mais héritier de l'affiliation des hommes, des pétinistes qui continuent, qui parle aussi de l'incendie à Pointe-à-Pitre, et des pompes à eau de la Transat qui viennent en secours, et des pompes à eau de l'usine d'Arboussier. Et il parle donc des sinistrés qui sont Nazaire, Carabin, Saint-Gaulé, Méreau, Bouchotte, Héraville, Desvarieux. Et il conclut par la préparation de la venue de la Vierge Notre-Dame du Grand Retour, et qui a été aussi quelque chose qui a marqué beaucoup les consciences guadeloupéennes. Comment? Non. Alors, dans les archives du Conseil général, je trouve que le secrétaire particulier du gouverneur, c'est Clovis Beauregard, qui est important pour toute la connotation Caraïbes, Europe des Antilles. On parle également de la construction de l'aéroport du Rézé et de l'expropriation des terrains de la Siapa, parce que le choix était entre soit Morne-à-l'Eau, la plaine de Morne-à-l'Eau, la plaine de Gripon, ou le Rézé. Mais les industriels sucriers, avec le Parti communiste, refusent le projet américain, les Américains, pendant la guerre et tout ça, avaient fait l'inventaire de tout ce qui pouvait être fait en Guadeloupe à l'époque, et ils avaient proposé de faire une base aérienne à Morne-à-l'Eau, et les communistes et les usiniers ont refusé parce que c'était les terres les plus, la seule canière la plus importante, plate, et ainsi il y avait donc on a préféré le Rézé, et on a donc exproprié la SIAPAP, 63 hectares, et dans les archives du Conseil général, il est précisé que la SIAPAP ne demande pas d'être payée en numéraire, en espèces, mais en terre, en superficie équivalente pour se livrer à la plantation, à la culture de la banane. Donc vous voyez tout de suite que c'est en train de basculer, que c'est le départ des plantations de bananes. Les terres, l'ancienne terre de la compensation. Alors, il y a également la Commission Caraïbes,
il est prévu de recevoir une réunion de la Commission Caraïbe, qui avait pour but de réunir toutes les îles de la Caraïbe pour leur développement. Mais l'État accepte, et à cette époque également, il y a un télégramme, l'État donnera 90 millions, et le Conseil général apporterait 19 millions, mais nous allons voir tout à l'heure ce qui s'est passé. Et il y avait aussi un problème pour la construction des missionnaires, enfin des différentes délégations. Et il y avait 250 personnes qui devaient venir. Et parce qu'à l'époque, la première réunion de la Commission Caraïbe s'est faite à Sainte-Croix, à Saint-Thomas, dans une base désaffectée de l'US Navy. Et il fallait donc construire 10 maisons en 10 mois, compte tenu de la date à laquelle cette conférence était prévue. Et le choix, c'était soit des préfabriqués, et il fallait trouver des constructeurs. Il y avait 2 constructeurs, 2 entrepreneurs de construction qui ont fait une offre de service. C'était Diligenti et Petreludi. Et ensuite, nous verrons également, il y a un problème, alors savoir si on faisait des préfabriqués ou du béton, également le problème des véhicules. Parce que c'est bien beau de pouvoir décider, mais il faut pouvoir financer. Alors je vais maintenant m'arrêter juste de manière anecdotique pour situer encore le décor. J'ai retrouvé l'arrêté du gouvernement local, parce qu'à l'époque, il y avait un gouvernement au pouvoir central, dans le journal officiel, c'est pouvoir central, et gouvernement local. On parlait de gouvernement local. Et pour l'arrivée de la Guadeloupe, en Guadeloupe, de monsieur le ministre des Travaux publics, Jules Mock, mercredi 3 septembre à 17h50. Article 1er. Monsieur le ministre des Travaux publics et des Transports sera reçu à son arrivée à l'appontement de la compagnie Air France à Pointe-à-Pitre par le gouverneur et le secrétaire général de la Guadeloupe et Dépendance. Article 2. Il sera reçu au débarquement sur le quai numéro 2 par le corps municipal de Pointe-à-Pitre. Article 3. Les troupes de garnison rendront les honneurs. Le service d'ordre sera assuré par la gendarmerie. Les édifices publics seront pavoisés. Les maires inviteront la population à pavoiser sur le passage du cortège. Monsieur le ministre des Travaux publics et sa suite prendront immédiatement place dans les voitures officielles qui se dirigeront en cortège sur Basse-Terre, après une halte au monument aux morts de Pointe-à-Pitre, où une gerbe sera déposée. Article 5. Dès son arrivée au palais d'Orléans, c'est-à-dire la préfecture, monsieur le ministre des Travaux publics recevra les autorités et les corps constitués. Alors, voilà les corps constitués. Conseiller de la République, nous avons vu qui c'était, député, le conseil privé du gouverneur, le conseil général, nous avons vu qui c'était les conseillers généraux, le chef du service judiciaire de la cour d'appel, le commandant militaire, monsieur l'inspecteur des colonies, parce qu'il y avait un inspecteur des colonies à l'époque, les chambres de commerce et d'agriculture, le tribunal, le secrétaire général, mais surtout ce qui est important, c'est le directeur du ravitaillement et du contrôle économique. Parce que c'est comme cela que la Guadeloupe était sous ravitaillement, et il y a eu quelques problèmes avec le Conseil général pour avoir des devises, pour savoir comment avoir des devises. Et enfin, les différents services d'État sont en particulier, et évidemment les barreaux, parquets, greffes, etc.
et les délégations d'anciens combattants, les notaires, les avocats avoués seront là, et les bureaux, parquets, greffes et autres chantiers publics seront fermés ce jour-là, et une permanence restant assurée. Voilà à peu près l'ambiance. Alors, c'est sur fond d'assimilation à la métropole que se déroulent les débats aboutissant au vote à l'unanimité de l'Assemblée constituante de la loi du 19 mars 1946. Si cette requête des élus est aussi persistante, c'est que parce que les territoires qui ont célébré en grande pompe le tricentenaire de la présence française gardent très largement les stigmates de l'ère esclavagiste. La loi de départementalisation est une loi adoptée en 1946 portant sur les départements de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane, et c'est l'achèvement symbolique et effectif de l'intégration. Ces territoires sont alors séparés de l'empire colonial, c'est la fin des gouverneurs, et ils sont administrés par des préfets dépendant du ministère de l'Intérieur. Alors, vous voyez que Jules Mock, après avoir été ministre des Travaux publics, il devient ministre des Travaux ministre de l'Intérieur. Et compte tenu de l'ambiance qu'il y avait à l'époque, c'est lui qui crée les CRS pour s'occuper de la subversion communiste avec les grèves et tout ce qui se passait. Donc, c'est un homme de choc qui vient installer le nouveau préfet. En 1946, la Guadeloupe ne comptait que 278 864 habitants, répartis en 2 arrondissements, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, et 11 cantons. Cette année-là, les maladies sporadiques, la tuberculose, le paludisme, certaines interventions ou encore des maladies transmissibles causaient un nombre élevé d'hospitalisations et de nombreux décès. Sur le plan économique, la canne à sucre représentait l'essentiel de la production agricole, les cultures vivrières, la banane, le lait frais et l'industrie. Alors, Ernest Denat, dernier gouverneur de l'ère coloniale, en charge de préparer la transition avant la mise en place du régime départemental, procède à une analyse minutieuse de l'économie de la Guadeloupe dans une série de discours prononcés en novembre 1946 devant les conseillers généraux. Et il déclare « Nous avons des problèmes de répartition des matières premières, des produits fabriqués et des denrées alimentaires, des problèmes de main-d'œuvre, de production, de transport, d'importation et d'exportation. Mais en toile de fond, le gouverneur estime que le problème fondamental de la Guadeloupe est un problème humain. Le danger est encore plus grand que ce qu'il apparaît à première vue, car ce département manque de flamme, de confiance en lui-même, de foi et de volonté pour affronter un avenir difficile. Un petit rappel de la santé publique. Il y a 5 hôpitaux, 772 lits, hôpitaux publics, un seul hôpital privé, 23 centres médicaux, 8 dispensaires, 3 ambulances, 2 maternités, une léproserie, un asile d'aliénés. Il y a 9 médecins, un pharmacien militaire, c'est militaire, 9 médecins militaires, un pharmacien militaire, et civil, il y a 37 médecins, 3 dentistes, 139 infirmiers, 29 sages-femmes.
Consultation prénatale et postnatale, 5200. Accouchement dans les hôpitaux, 878. Consultation de nourrissons, 2000. Vaccination antivariolique, 16 000. Alors, les maladies sont le paludisme, 3000 consultations, 634 hospitalisés, la dysenterie, 491 consultés, 126 hospitalisés, le pian, qui est une maladie qui était répandue et qui a été la principale campagne électorale de Rosa Girard, 1332 porteurs de pian et 73 hospitalisés. Helminthiase, je ne sais pas ce que c'est, 167. Filariose, 101. Lymphangile endémique, maladie transmissible, 367. Intervention chirurgicale, 60. Maladie cutanée, 90. Maladie sociale, 5000. Tuberculose, 236. Maladie vénérienne, 882. Lèpre, 3864. Maladie sporadique, 1158. Enfin, pareil, respiratoire, etc. Alors, en Guadeloupe, donc, la population est passée des naissances de 1940 à 1946, de 5600 naissances à 6300 à 6730, et décès passé de 3241 à 3209, mariage 1192 mariages à 1305. Voilà différentes statistiques sur la production de canne à sucre que je vais vous donner. Superficie plantée en canne à sucre, 30 000 hectares, ce qui fait 813 000 tonnes. Et c'était en 1939, et en 1946, il n'y a plus que 24 000 hectares et 900 000 tonnes. Donc la productivité a augmenté. Bananier, 7100 hectares et production en 1939 de 7000 passe en 1946 à 4500 bananiers hectares et 48 000 tonnes. Caféier, vanille, cacao, manioc, maïs, culture vivrière, lait, 45 000 tonnes de lait. Sucre en 1946, 45 000 tonnes. Rhum, usine, 64 478 hectolitres. Distillerie, 25 382. Voilà le prix moyen. Je ne crois pas que c'est important, mais puisque ça ne veut pas dire grand-chose. Alors je vais terminer avec deux extraits de l'intervention de monsieur le gouverneur Nat, ou Nates, je ne sais pas comment on le prononce, N-A-2-T-E-S, mais il explique il y a un problème d'ardeur au travail. Nous allons passer à l'action. Il reste un seul instant à perdre. Et il indique, dans le système particulier dans lequel nous sommes placés, la Guadeloupe possède
une autonomie financière, elle tire ses ressources d'elle-même, et ceci est vrai non seulement pour l'administration, c'est elle qui paye l'administration, et aussi pour son économie. Alors, le gouverneur, enfin pas le gouverneur, le préfet Pougnet qui est installé a, comme je vous dis, n'est pas resté longtemps parce que il y a une motion. Je vais terminer sur la motion du Conseil général. Le Conseil général de la Guadeloupe, réuni en session ordinaire le 18 novembre 1947, considérant que jusqu'à ce jour, malgré toutes les interventions du bureau, le projet de budget n'est pas présenté au Conseil général. Considérant en outre que d'importantes affaires concernant les intérêts vitaux du département sont en souffrance. Caisse de péréquation, parce qu'il y a un problème de devises, pour acheter des devises, pour avoir acheté des devises et tout ça. Je vous rappelle qu'à l'époque, la Guadeloupe avait son franc en or, et l'or de la Banque de la Guadeloupe a été après transmis, donné à la France, puisque la Guadeloupe devenait département français. Il y a aussi le problème de l'alimentation en électricité, c'est la SCODEL. La Guadeloupe demande également qu'on annule le contrat. Et il y avait également l'organisation des fêtes du bicentenaire de l'abolition de l'esclavage, très important, puisque 1948, c'est l'abolition de l'esclavage, c'est très important, et c'est la raison pour laquelle le Tour de la Guadeloupe a été institué pour célébrer le bicentenaire de l'abolition de l'esclavage et le deuxième anniversaire de la départementalisation. Considérant que M. le préfet Pougnet n'a soumis le moindre bordereau au Conseil général, bien que 15 jours se soient écoulés depuis l'ouverture de la session. Considérant qu'il s'agit là d'une carence grave et lourde de conséquences pour la vie économique et sociale du département, déclare ne plus pouvoir faire confiance à monsieur le préfet Pougnet, qui lui paraît manifestement incapable de gérer comme il convient les destinées de la Guadeloupe, nouveau département français. Tout ça, 47, novembre 47. Demande respectueusement, mais fermement, au gouvernement de bien vouloir intervenir d'urgence pour faire cesser cet état de choses éminemment préjudiciable aux intérêts de la collectivité guadeloupéenne. Donne mandat à son président de transmettre la présente motion. Signé Bernier, Anastase, Ninine, Négrite, Pita, Toribio. Voilà donc cette page de ce premier préfet, défiance, parce qu'il n'est pas à la hauteur de la situation. Évidemment, il tombe malade et il est remplacé par Philipson. En conclusion, la commission Caraïbe, quelle est la dimension de la Guadeloupe dans la dimension Caraïbe? Je vous dis simplement qu'il y a eu quelques problèmes pour savoir entre le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères, comment ils apporteraient leur contribution à cette commission, à cette conférence. Mais en réalité, seuls les socialistes sont favorables à cette commission, à l'existence de cette commission, mais gaullistes et communistes ne veulent pas du tout avoir une ingérence américaine parce que c'est un biais pour l'Amérique. Alors, je vous
ils sont d'accord ni savoir qui prend en charge, et ça c'est toujours l'histoire, c'est le début des histoires départementales, qu'est-ce qui paye, qu'est-ce qui ne paye pas, qu'est-ce qui peut payer, quels sont les crédits, et le choix du préfabriqué, date de la conférence, est-ce que c'est en mars ou en octobre 48, et l'organisation de la Caraïbe est inéluctable, elle reste encore en pointillé aujourd'hui, puisque depuis décembre 2017, il y a une conférence à Paris, sous la présidence du président de la République. Et le président de la République a donné son accord pour qu'il y ait la création de la première Climate Smart Zone, avec des financements importants. Emmanuel Macron, président de la République française, Jim Yong Kim, président du Banque mondiale, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, se sont réunis à Paris avec les leaders internationaux et des citoyens engagés venus du monde entier. Il s'agira de trouver des moyens financiers pour financer l'adaptation de nos modes de vie et les transformations inéluctables qu'impose le changement climatique, d'accélérer encore la réduction des dépenses de gaz à effet de serre et d'en créer des problématiques. Et donc, nous voyons que M. Charles Bonson, qui réside, comme vous savez, dans la Caraïbe, c'est aussi bien le secteur privé que le secteur public, sont prêts à financer la constitution d'une zone climatique, la première zone climatique du monde. Je donne les chiffres. La BID travaillera à des financements pour... elle investira 3 millions de dollars dans le programme d'accélération des 3 prochaines années. Et ainsi, pour qu'il y ait des investissements face au climat dans la région Caraïbe. Et jusqu'à maintenant, je ne crois pas que vous ayez beaucoup entendu, mais je crois que le président de la République va revenir, puisque Saint-Martin est une des plateformes importantes de cette nouvelle zone. Et ce que je dois vous dire, c'est que, encore une fois, nous sommes insérés dans un processus important, sans que les uns et les autres en prennent conscience et sachent ce que ça veut dire. Donc, je vous remercie. Donc, nous avons vu mon rapport particulier avec l'Inde, la partition de l'Inde, la première liaison aérienne de la Guadeloupe avec la France. Nous avons revu le contexte national et international. Nous avons vu les principaux acteurs. Nous avons vu la presse, l'arrivée de Jules Mock, les données économiques et sociales de la Guadeloupe, le contexte politique et la commission terminée donc sur la commission Caraïbe. Et donc je vous remercie beaucoup pour cette attention que vous avez tenue et malgré la fin, vous tenaille.
Nous arrivons au terme de notre programme consacré au 75e jour de l'indépendance de l'Inde. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Pir Melengue, à bientôt. Namaskar, Vanakam.